Bonjour à tous et bienvenue dans cette 9e vidéo de cette série sur le Deep Learning. Aujourd'hui, nous allons parler de la backpropagation. Vous en avez peut-être déjà entendu parler en ce qui concerne les réseaux de neurones. C'est en effet le pivot, le pilier essentiel des réseaux de neurones. Pas le pivot, mais bien le pilier. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ce que ça peut sembler et que ce qu'on peut des fois décrire sur Internet. C'est extrêmement simple à comprendre. Mais avant toute chose, on va faire un petit rappel sur ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, on avait développé un modèle pour un réseau de neurones avec deux couches. Une première couche qui nous donne Z1 et A1, que l'on calcule ici, grâce à un vecteur, à une matrice plutôt, de paramètres W1 ainsi qu'un autre vecteur, un autre tableau avec des paramètres B1. Et on avait vu que pour calculer les éléments d'une deuxième couche, une couche qu'on aurait juste après, on ferait tout simplement la même chose, sauf que bien sûr, pour calculer Z2, on n'utiliserait pas X, mais la sortie de notre première couche, c'est-à-dire les éléments A1. Voilà, ça c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Et ça nous permet de calculer donc Z2, A2. Dans les prochaines vidéos, on verra comment généraliser tout ça pour créer autant de couches que l'on désire. Voilà, créer une troisième couche, une quatrième couche, etc. Mais avant d'entrer là-dedans, on va s'intéresser à la backpropagation. On va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut régler les paramètres W1 et W2, tous les paramètres que l'on va trouver dans nos deux couches, ou dans nos n couches à l'avenir, grâce à la descente de gradient. Et oui, parce que là, on va obtenir une valeur donc, de prédiction, de probabilité, A2, que l'on va vouloir comparer avec notre Y. Ça va nous permettre de calculer un loss. Mais ensuite, on se dira, mais comment est-ce qu'on minimise ce loss? Est-ce qu'on touche un petit peu W2? Est-ce qu'on touche un petit peu W1? Est-ce qu'il faut d'abord toucher W1 puis W2? Quel est l'impact de W1 sur W2? Voilà, sur tous ces paramètres. C'est une question qui a été très épineuse durant très longtemps, dans les premières années où on développait des réseaux de neurones. Il y a de cela 50 ans et plus. Et avec le temps, on a développé une technique qui s'appelle la technique de backpropagation. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, comment modifier W1, W2 ainsi que B1 et B2 afin de minimiser notre fonction coût grand L. Alors, avant d'entrer dans les détails de la backpropagation, on va essayer de se rappeler de ce qu'on avait fait tout simplement pour la régression logistique. Il y a quelques vidéos de cela. Et vous vous en souvenez peut-être, je vous avais dit que si vous comprenez ce qu'on avait vu dans cette vidéo, et ce qu'on va revoir brièvement ici, alors vous avez tout compris au réseau de neurones, réellement. Parce que ce qu'on avait vu là, ça posait vraiment les fondations de la backpropagation. Donc, pour une régression logistique, typiquement un modèle tel que celui-ci, où on a une grande matrice X, un vecteur W avec B, ça nous permet de calculer Z. Ensuite, grâce à la fonction sigmoïde ou n'importe quelle fonction d'activation qu'on verra plus tard, eh bien on peut calculer la valeur A. Grâce à ça, on calcule un coût, c'est la fonction de cross-entropie, je vous rappelle. Et avec ce coût, on se demande comment est-ce qu'il évolue par rapport à nos paramètres. Donc comment est-ce qu'il évolue par rapport au paramètre W et comment est-ce qu'il évolue par rapport au paramètre B. Sauf que pour calculer cette dérivée partielle, il faut passer par un certain nombre d'étapes.
Parce que si on regarde l'expression de L, bon bah dedans on trouve pas de W. Là on voit des A, des Y, mais pas de W. Ça veut donc dire que pour trouver W, il faut passer par cette expression, puis passer par cette expression. Et ça nous donne un calcul assez long, assez sophistiqué. Donc pour éviter d'avoir cette peine, ce gros calcul, eh bien on utilise ce qu'on appelle la règle des chaînes. C'est-à-dire qu'on va mesurer la variation de L par rapport à A, et on avait calculé ensemble que ça nous donnait cette expression. Puis on va mesurer la variation de A par rapport à Z, ça nous donnait cette expression. Puis la variation de Z par rapport à W, et ça nous donnait cette expression. Donc, en multipliant à la chaîne toutes ces expressions, mathématiquement, on arrive à démontrer, voilà, par une simple simplification, que voilà, ça nous amène au même résultat. Et en dehors des mathématiques, on comprend facilement que, voilà, si on mesure la variation par rapport de L par rapport à A, puis la variation de A par rapport à Z, alors on arrive à comprendre comment L varie par rapport à Z. Et c'est ça qu'on va faire dans la backpropagation. Vous allez voir. Donc, cette expression, c'était le calcul du gradient pour une régression logistique. Eh bien, vous allez voir qu'on va faire exactement la même chose tout de suite. Dans le cas de notre réseau de neurones à 2 couches, on cherche à minimiser L. Et pour ça, on cherche quelles sont les valeurs de nos différents paramètres qui minimisent ce L. Alors, pour faire la backpropagation, on va commencer par calculer la variation de L par rapport à ce qu'on a dans la dernière couche. En même temps, c'est logique. Si, par exemple, vous avez une douche dans votre maison, ce que la majorité des gens ont, et que cette douche vous donne un débit que vous pouvez contrôler avec un certain nombre de robinets, vous n'allez pas commencer à toucher aux robinets qui sont situés quelque part au milieu de la chaîne. Non, vous allez commencer par toucher au robinet le plus proche de votre source. Comme ça, vous pourrez mesurer votre erreur de débit. Voilà, si vous voulez que l'eau coule rapidement ou l'eau coule lentement, la première chose que vous allez toucher, c'est le robinet qui est le plus proche de votre sortie. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire ici. On va commencer par calculer la variation de L par rapport à W2, ainsi que B2. Et ensuite, on calculera la variation de L par rapport à W1 et B1, etc., etc. Et c'est pour ça que ça s'appelle la backpropagation. Pourquoi ? Parce que dans la vidéo précédente, ce qu'on avait là, c'était la forward propagation. Donc en français, ça veut dire la propagation vers l'avant. Pourquoi ? Parce que on a des données X. Et ces données X, on les utilise pour calculer de l'information, pour faire des calculs vers l'avant et faire une prédiction finale à 2. Eh bien, la backpropagation, on fait la même chose, mais vers l'arrière. Donc, on part de la fin et on revient jusqu'au début, en calculant à chaque fois le niveau de variation, c'est-à-dire à quel point est-ce que les paramètres que l'on a à cette couche, puis à cette couche, puis à cette couche, à quel point ces paramètres ont eu un impact dans l'erreur L que l'on a obtenue. Ok ? Donc, c'est parti. On va faire un petit peu de ménage. Hop. Et voilà. Super. Donc, tout commence par le calcul de d rond L par rapport à d rond W2. Très simple. Et qu'est-ce que c'est le calcul de d rond L par rapport à W2 ? Bah, regardons ce qu'on avait fait la dernière fois. Pas la dernière fois, mais dans la régression logistique, justement.
on va utiliser la même règle de chaîne. Ça va nous donner les mêmes résultats. À peu de choses près, vous allez voir. Et puis voilà, très simple. Donc allons-y, c'est parti. D rond L, donc la dérivée partielle de L par rapport à W2, je l'écris un petit peu mieux, est égal à quoi? Alors, vous pouvez mettre sur pause un instant, essayer de réfléchir, mais on va donc avoir D rond L, la dérivée partielle de L, par rapport à A2, pour commencer. Puisque A2, il se situe là, et c'est la première valeur à laquelle on a accès lorsqu'on calcule, lorsqu'on veut faire la propagation vers l'arrière, en partant de L. Pourquoi? Parce que L, c'est égal à 1 sur M, fois la somme de Y log de A2, et on rajoute un moins, 1 moins Y log de 1 moins A2. Voilà. Tout ça, ça doit vous être familier. Et c'est la même chose qu'on retrouve ici, sauf qu'ici, on avait une seule couche, donc on prenait simplement A. Là, on a deux couches, donc on prend la valeur de la deuxième couche. C'est celle qui nous permet de faire notre prédiction, celle qu'on retrouve au bout de notre chaîne, au bout de notre réseau de neurones. Donc, on commence par calculer A2. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait la dérivée partielle de, pas L, mais A2 par rapport à Z2. Voilà. On associe, maintenant on va essayer de comprendre cela. Donc par rapport à Z2. Et ensuite, W2, eh bien on le trouve dans Z2. Donc on va faire la dérivée partielle de Z2 divisé par la, W2. C'est pas la dérivée partielle de Z2 divisée par la dérivée partielle de W2. Je voulais simplement dire d rond Z2 divisé par d rond W2. Voilà. Donc, il va falloir commencer par calculer cette chose-là. Est-ce que c'est très compliqué? Non, c'est très simple. Pourquoi? Parce que d rond L2 divisé par d rond A2. Qu'est-ce que c'est? C'est exactement la même chose qu'on avait ici. Ça va nous donner 1 sur M fois la somme de moins Y sur A2 plus 1 moins Y sur 1 moins A2. Très simple. Donc ça, c'est comme tout à l'heure, sauf qu'on remplace A par A2. Ensuite, la dérivée partielle de A2 par rapport à Z2. Eh bien, on regarde notre expression. A2, Z2, c'est la même fonction sigmoïde que celle qu'on avait vue pour la régression logistique, à savoir 1 divisé par 1 plus exponentielle de moins Z2. Et ça va nous donner A, entre crochets 2, facteur de 1 moins A2. Donc, ici, on retrouve la même expression que ici. C'est génial. Vous avez vu, très très simple. Et pour finir, nous avons à calculer d rond Z2 divisé par d rond W2. D rond Z, alors notre expression, la voilà, Z2 égale W2A1 plus B2. C'est là qu'on va avoir une différence. Parce que lorsqu'on avait un seul neurone, par exemple dans une régression logistique, Z, il était égal à Wx plus B1. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, on se situe ici, à la deuxième couche de notre réseau de neurones. Donc X, il n'est pas en contact avec cette deuxième couche. X, il se trouve tout au début. Ce qui est en contact avec notre deuxième couche, c'est A1. C'est lui qui rentre dans notre deuxième couche. Et on le voit dans notre expression. Pour calculer Z2, on a A1. Donc, la dérivée partielle de Z2 par rapport à W2, ça ne va pas être X, mais ça va être A1.
J'espère que vous avez bien compris. Donc, ça, ce sera égal à A1. Et du coup, au lieu d'avoir comme expression d rond L divisé par d rond W2 égale 1 sur M transposé de X à moins Y, eh bien, on va avoir d rond L divisé par d rond W2 qui est égal à 1 sur M fois A moins Y transposé de A1. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que l'ordre est inversé? Pourquoi est-ce que ici on avait transposé de X de ce côté et non pas de celui-là? C'est parce que dans les anciennes vidéos qu'on avait faites sur la série, je vous le rappelle, X était de dimension M,N. Ce qu'on fait traditionnellement pour une régression logistique, une régression linéaire, un peu tous les algorithmes de machine learning. Mais en deep learning, je vous l'ai dit, on inverse très souvent le M et le N. C'est juste une convention. Vous pouvez parfaitement choisir de ne pas le faire, mais moi je le fais dans les vidéos. Donc, étant donné qu'on inverse le M et le N, si X est de dimension N, M, que A et Y sont de dimension 1, M, alors, si on veut obtenir un W2 qui soit de dimension 1,N, il faut, vous le voyez, qu'on passe X de l'autre côté. Voilà. Du coup, on obtiendra, alors si ça c'est X qui est de dimension N,M, ça veut dire que XT est quant à lui de dimension M,N. Ok? Donc si on le passe de l'autre côté, qu'on le met ici, XT, alors on a M,N qui s'associe à 1,M. Du coup, le produit matriciel fait qu'on obtient une matrice de dimension 1,N. Et ça colle avec notre calcul. Voilà, ça c'est une petite parenthèse mathématique. Vous n'êtes pas obligé de retenir tout ça. Ça c'est juste des petits détails, parce qu'on est là sur la chaîne, c'est un peu le principe. Hein. Moi je vous montre des choses, on prend plus le temps de voir des choses ensemble que simplement dans des vidéos grand public. Donc, voilà pourquoi, au lieu d'écrire A transposé facteur de A moins Y, eh bien on va écrire A2, j'ai oublié le petit 2, peut-être que vous l'aurez remarqué, c'est très bien, moins Y, facteur de A1 transposé. Ok? Eh bien voilà, grâce à ça, on a calculé d rond L sur d rond W2. Donc on a pu calculer le gradient qui nous permettra ensuite, grâce à la descente de gradient, de minimiser notre loss. Maintenant, il faut faire la même chose pour B2. Mais ça, c'est pas très compliqué. Pourquoi? Parce que d rond L divisé par d rond B2, ça va être égal à quoi? On va reprendre la même base. On va dire que c'est égal à d rond L sur d rond A2 fois d rond A2 divisé par d rond Z2 fois d rond Z2 divisé par d rond B2. Donc, ici, je retrouve la même base que tout à l'heure, et cette base, elle est égale à 1 sur M fois A2 moins Y. Et encore une fois, si vous ne vous souvenez plus de pourquoi on obtient ce calcul, cette réponse, eh bien, c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo. Alors, je ne me souviens plus du numéro, mais vous le retrouvez.
du calcul de gradient pour la régression logistique. Donc si vous avez oublié, n'hésitez pas à la revoir et normalement tout devrait être clair. Ok ? Donc, on obtient cette même base et ensuite on la multiplie par la dérivée de Z2 par rapport à B. Alors, elle est égale à quoi cette dérivée ? On regarde notre expression. Je vais réécrire parce que ça commence à être un petit peu chargé. On a donc Z2 qui est égal à W2 A1 plus B2. J'écris plus les crochets pour gagner du temps, pour vous. Donc, si je dérive Z2 par rapport à B2, qu'est-ce que j'obtiens ? Eh bien, j'obtiens 1. Pourquoi ? Parce que, voilà, en face de B2, on a un 1. B2, c'est une constante. A1, W2, ça n'entre pas en jeu puisqu'on fait la dérivée partielle. Donc voilà, on obtient un 1. Ce qui veut dire que la dérivée de L par rapport à B2, ça va être égal à cette expression à laquelle il va falloir faire attention puisqu'on va juste rajouter la somme qui n'est pas présente ici. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a un produit scalaire, un produit matriciel. Donc cette somme, on la retrouve dans le produit scalaire. Mais là, pour d rond L divisé par d rond B2, on n'a pas ce produit scalaire, donc il faut rajouter la somme. Donc, voici en réalité l'expression finale de d rond L sur d rond B2. Ça nous donne la somme de A2, des différences entre A2 et Y, le tout divisé par N, donc la moyenne. Alors, de votre côté, bien sûr, je vous encourage à vérifier les dimensions de tous nos calculs. Voilà. De quelle dimension est censé être B2, ou le gradient de B2, le gradient de L par rapport à B2. Eh bien, pour ça, il faut voir le nombre de neurones que l'on a mis ici et là. Par exemple, nous, dans la vidéo précédente, on avait mis 32 neurones dans la première couche et 1 neurone dans la dernière. Pour généraliser, on dit également que X contient nx neurones, donc X est de dimension nx, m, que Z1 et A1 sont de dimension nh, ou plus souvent n1, m. Pourquoi le 1 ? Parce que c'est la première couche de neurones, donc c'est la dimension de cette couche. Et Z2, A2 seront donc de dimension n2, m. Mais ici, on a 32 et là, 1. OK ? Donc, pour passer de ça à ça, il nous faut un W2 qui soit de dimension. Je vous laisse réfléchir. Pendant ce temps, j'écris. Comme on a Z2 qui est égal à W2 A1 plus B2. Je vous laisse réfléchir. Je vous donne la réponse maintenant. Z2, il est de dimension n2,m. A1, il est de dimension n1,m. Donc, ça veut dire que W2, qui se trouve ici, il va devoir être de dimension n2, n1. Et B2, il va nécessairement être de dimension n2,1. Voilà. C'est un vecteur. Et il n'est pas de dimension n2,m. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire appel au broadcasting dans NumPy qui va étendre notre vecteur B2 pour l'additionner, c'est une addition, à toutes les lignes, ou plutôt à toutes les colonnes, puisque M, ça nous donne des colonnes, toutes les colonnes de A1, de ce produit scalaire. Voilà. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo, ce travail sur ces dimensions. Pourquoi est-ce que je vous fais un rappel là-dessus ? Eh bien,
parce qu'on était en train de dire que c'est très important, hein, et ça vous le savez bien, de vérifier les dimensions de nos calculs. Donc, le gradient de B2, il est censé être de dimension n2,1. Eh bien, on va vérifier ça. n2,1. n2,1, c'est quoi? Eh bien, là, on a a2 moins y. Ça nous donne n2,m. Voilà, puisque on a... Ça, c'est le nombre de neurones. Ici, il est égal à 1. Et forcément, on a m échantillons dans y. On a également m échantillons dans A2. Donc ça, c'est le nombre de colonnes que l'on va avoir. Encore une fois, ne confondez pas les lignes et les colonnes, hein. Dans un réseau de neurones, on inverse les lignes et les colonnes, tout simplement parce que vous voyez bien, x1 et x2, bah, ce sont des lignes. Voilà, là, on a première ligne, deuxième ligne. Et les échantillons sont sur les colonnes. Mais c'est juste une convention. Ne vous embrouillez pas avec ça. Donc, on a n2,m. Alors, comment est-ce qu'on fait pour passer de n2,m à n2,1? Eh bien, on fait la somme. On fait la somme de toute cette dimension. Pas la somme de tous les nombres du tableau, seulement la somme des colonnes. De l'axe, axis, égale 1. Ça, c'est ce qu'on fera dans NumPy. Très important de bien comprendre ça. Très, très important. Et maintenant, pour W2, W2, il est donc de dimension n2,n1. Donc, le gradient sera lui aussi de dimension n2,n1. Donc, n2,n1. Et on va vérifier si tout est OK. Ça, on sait donc que c'est de dimension n2,m. Et A1t, alors A1, il est de dimension n1, m. Donc si on le transpose, ça nous donne m, n1. Avec le produit matriciel, on a les m qui se rejoignent, tout va bien, et on a n2,n1. n2,n1. Vous avez vu, tout va bien, c'est parfait, on n'a pas fait d'erreur. C'est génial. Bon, attendez, parce que c'est pas fini. On a seulement fait la moitié du travail à ce stade. Pourquoi? Parce qu'on a calculé les gradients de notre première couche, ou plutôt de notre dernière couche. Jusque-là, c'était plutôt simple. Pourquoi? Parce que ça, on l'avait déjà fait, encore une fois, dans la vidéo sur la régression logistique. Voilà, tout ce qu'on a fait, c'est appliquer la règle des chaînes. Donc on divisait L par rapport à la dérivée de A, on fait d rond A sur d rond Z, on fait d rond Z sur d rond W. Mais il y avait un petit twist, puisque au lieu d'avoir X, cette fois-ci, on avait A. Très bien. Maintenant, il va s'agir de faire la même chose pour la première couche. Et c'est là qu'on va parler de backpropagation. On a calculé ce qui se passait ici, on va essayer de calculer ce qui se passe ici. Alors là, je ne vais pas vous mentir, il y a énormément de façons d'expliquer ça sur Internet. Énormément de gens prennent des analogies. Moi-même, j'ai suivi des formations il y a quelques années dans lesquelles les gens donnent des analogies diverses et variées. Peut-être que ce sont des bonnes analogies, mais j'aimerais que vous me disiez si l'explication que je vais donner aujourd'hui, qui ne contient pas du tout d'analogie, bah vous la comprenez. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout besoin de fournir d'analogie pour expliquer ce qu'est la backpropagation. C'est en fait ultra simple. Pourquoi? Parce que pour calculer ça, donc à présent, d rond L divisé par d rond, je vais un petit peu mieux écrire, d rond L divisé par d rond W1, cette fois-ci, donc le premier élément de paramètre, celui de la première couche. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Allez-y, réfléchissez. Bah, on va utiliser la règle des chaînes, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des analogies, des histoires de... Il faut essayer de comprendre comment W1 varie par rapport à W2. Non, pas du tout. En plus, je vais vous le dire, d'un point de vue mathématique, c'est pas du tout ce qui se passe.
W1 ne va pas... W2 ne va pas varier en fonction de W1. Pas vraiment. Il va varier un petit peu, mais c'est pas l'explication la plus simple. Pourquoi? Ce qu'on va faire, c'est WL divisé... WL. La dérivée partielle de L divisée par... Non, la dérivée partielle de L par rapport à W1, je m'embrouille un peu, désolé, elle est égale à la dérivée partielle de L par rapport à A2. On reprend le début de notre réseau de neurones. Regardez, je vais vous le redessiner. Là, on a L. L, il est calculé à partir de A2. A2, il est calculé grâce au dernier neurone qu'on avait, qui va vers deux autres neurones qui vont vers X1 et X2. Voilà. Comme ceci. L, on ne peut que le calculer qu'à partir de A2. Ensuite, A2, il nous faut passer par Z1. Z1, il nous faut passer par Z2. Ensuite, Z2, comment est-ce qu'on arrive à passer de Z2, donc de la deuxième couche, vers la première couche, vers A1? Eh bien, on l'a ici. Z2 égale W2A1 plus B2. Donc voilà, on va passer de Z2 à A1, puis de A1 à Z1, et de Z1 à W1. Voilà, on backpropagate, on va vers l'arrière, on fait la propagation en arrière. Donc, il va falloir écrire toute cette chaîne. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous l'écris. D rond L divisé par D rond A2 fois D rond A2 divisé par D rond Z2. Donc là, on est passé de A2 à Z2. Ensuite, il faut qu'on passe de Z2 vers A1. Ça peut sembler un peu bizarre ce qu'on va écrire, mais prenez le temps d'y réfléchir. Vous allez voir, c'est tout à fait cohérent. On va faire D rond Z2 divisé par D rond A1. Donc on va calculer la dérivée partielle de Z2 par rapport à A1. Je vous le fais en français. On cherche à comprendre comment Z2 varie par rapport à A1. C'est ça que ça signifie. Puis, alors là, je suis un petit peu court en distance. Hop, je vais devoir effacer ça. Puis, on va donc calculer D rond A1 par rapport à quoi? Bien, D rond A1 par rapport à D rond Z1. Puis, D rond Z1 par rapport à D rond W1. Waouh! Ouais, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses à calculer. Je vous le refais. On avait L. On a pu calculer A1 grâce à L. A2, pardon. A2, on peut le calculer à partir de Z2. Z2, on peut calculer à partir de A1. A1, on peut le calculer à partir de Z1. Et Z1, on peut le calculer à partir de X, W1 et B1. Donc, il va falloir calculer toute cette chaîne à l'envers, et c'est ce qu'on a là, pour obtenir la dérivée partielle par rapport à W1. Et en termes de neurones, ou de réseau de neurones, voilà, on a X1, X2, X3, autant de X que vous désirez. Ça nous amène vers une première couche de neurones, avec plein de neurones. On peut en avoir 32 comme dans la dernière vidéo. Voilà, là, il y a toutes les connexions qui représentent W1. Cette première couche, elle nous emmène vers une deuxième couche. Alors, une deuxième couche dans laquelle, pour le moment, on n'a qu'un seul neurone. On fera plus de couches dans les vidéos futures. Donc là, on en a un. Et elle est connectée de cette manière. Ici, on calcule A2 et Z2.
Ici, on calcule A1 et Z1. Et voilà. On cherche à connaître comment varie L en fonction de W1. Eh bien, on va calculer comment varie L en fonction de A2, puis comment varie A2 en fonction de Z2, puis comment varie Z2 en fonction de A1, puis comment varie A1 en fonction de Z1, puis comment varie Z1 en fonction de W1. C'est ce qu'on a ici. L par rapport à A2, A2 par rapport à Z2, etc., etc. Donc, ce calcul, ouais, il peut sembler très long, mais il ressemble à 2 gouttes d'eau à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Regardez. Jusqu'à ici, on connaît. On l'a déjà calculé. On l'a calculé encore une fois au début de cette vidéo. On l'a calculé là. C'est littéralement la même chose. Les mêmes lettres, les mêmes valeurs, tout pareil. Donc, ça, on connaît. Ça, on ne connaît pas encore. On ne l'a jamais calculé. C'est une nouvelle chose. Comment passer d'une couche à une autre. Ça va représenter un nouvel élément. Comment passer de là à là. Ça va représenter une nouvelle information qu'on va calculer dans cette vidéo. Et après, c'est la même chose. La dérivée partielle de A1 par rapport à Z1, ça va être la même que la dérivée partielle de A2 par rapport à Z2. C'est juste aussi longtemps qu'on utilise la même fonction d'activation, et jusqu'à présent, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire la fonction sigmoïde, je vous rappelle, celle qui ressemble à ceci. Yop, voilà. Ça va nous donner la même expression. Et ensuite, la dérivée partielle de Z1 par rapport à W1, c'est facile. Ça nous donne X. Pourquoi? Parce que Z1 est égal à W1X plus B1. Alias, la chose qu'on avait vue dans la vidéo de la régression logistique. Ici, d rond Z divisé par d rond W est égal à X, que j'ai barré maintenant, puisque c'était pas la même chose pour la dernière couche. La couche qu'on avait avant, la deuxième couche. Très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir calculer d rond Z2 divisé par d rond A1. Bon, je vous laisse faire pause si vous avez besoin de boire un verre, etc. Voilà. Alors, d rond Z2 par rapport à d rond A1. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va se rappeler du calcul de Z2. C'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Z2, c'est égal à W2 A1 plus B2. Ok? Facile, hein? Donc, la dérivée par rapport à A1, ça nous donne W2. Le B2, il compte pas, c'est une constante. Et le W2, c'est un facteur que l'on retrouve en fonction de notre variable de variation. La variable d rond A1. Voilà. C'est W2. Donc, pour calculer ça, qu'est-ce qu'on va faire dans la backpropagation? Eh bien, je vous réécris le tout, et ça va conclure cette partie théorique. On écrit donc que d rond L par rapport à d rond W1, c'est égal à la dérivée partielle de L par rapport à A2. Et ça, on va l'écrire dans notre programme dA2 multiplié par la dérivée partielle de L de A2 par rapport à par rapport à Z2. Et ça, dans notre programme,
et j'insiste bien sur l'ensemble, c'est égal à dz2. Autrement dit, dz2, c'est égal à dA2 multiplié par cette chose-là. OK? Et ensuite, on va faire d rond z2 pour continuer la règle des chaînes, divisé par d rond A1, puisqu'on veut maintenant passer à la première couche. Et ça, le tout, c'est ce qu'on va appeler dA1. On a calculé dA2, dz2, maintenant on calcule dA1. Donc dA1, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à ce qu'on avait précédemment, c'est-à-dire dz2 multiplié par cette chose-là qu'on aura ici. Voilà, avant ça, c'était là. Et ça, c'est ce qu'on a là. Puis, on multiplie ensuite d rond A1 divisé par d rond Z1, etc. d rond Z1 par d rond W1. Et donc, cette chose, c'est ce qu'on appellera dz1, et c'est égal à dA1, donc ce qu'on avait là, hop, multiplié par cette dérivée que l'on calculera, qui sera très simple à calculer. Et pour finir, on a le tout, voilà, qu'on va appeler dW1, qui est égal à dz1 fois cette toute dernière dérivée partielle que l'on calculera ici. J'espère que ça va. En principe, c'est pas trop compliqué à comprendre. C'est juste qu'il faut être un petit peu concentré. Mais c'est juste une chaîne, la règle des chaînes, voilà, dans laquelle vous prenez toujours ce que vous avez calculé au préalable. Donc voilà, pour calculer dz2, il faut prendre dA1 et y rajouter la nouvelle variation qu'on y rajoute. Pour calculer dA2, on va prendre dz2 et cette chose-là. Pour calculer dz1, on va prendre dA2 et cette chose-là. Pour calculer dW1, on va prendre cette chose-là et cette chose-là. Très simple. Vraiment très simple. Donc, il nous reste à calculer ces différents blocs, ici, en turquoise. Mais c'est pas compliqué. dz1, dw1, c'est égal à x. D rond A1 divisé par D rond Z1, c'est égal à la dérivée de Z1, la dérivée de G, la fonction G. Et ça, on l'avait vu dans l'ancienne vidéo, si on a comme fonction d'activation la fonction logit, eh bien ça nous donne donc A facteur de 1 moins A, entre guillemets A1, c'est le A1, voilà ici. Ensuite, cette dérivée partielle, eh bien, on l'a calculée juste ici. Et je vous l'ai dit, c'est égal à W2. Et celle-ci, on l'a aussi calculée, c'est A2 fois 1 moins A2. Et celle-ci, on l'avait calculée encore une fois dans les anciennes vidéos. C'est celle qu'on a tout en haut. Je ne vais pas la réécrire, sinon ça prend beaucoup de temps pour vous, la vidéo devient trop longue. Mais c'est égal à ça. Donc voilà, vous savez à présent comment calculer les gradients
de tout un réseau de neurones, quelle que soit sa taille. Pour l'instant, on le fait à 2 couches, mais vous verrez dans les prochaines vidéos qu'on étendra ça à plusieurs couches. Voilà, autant de couches que l'on le désire. Voilà. Tout ce qu'il faudra, ce sera de trouver une façon de généraliser cette expression à n éléments, n couches, ou plutôt L couches, petite L. Petite L. L pour layer. Layer en anglais, ça veut dire couche. Et vous le verrez, ça va être assez simple, parce qu'on retrouve ici un pattern. Il y a un pattern qui se répète. Bon, le graphique est un petit peu... Le tableau, à l'heure actuelle, est un petit peu saturé, il y a beaucoup de choses dessus, mais vous voyez bien que là, à part le tout début, dans lequel on a L, qu'on retrouve nulle part après, mais là, on a A2 divisé par Z2. Regardez, là, on a A1 divisé par Z1. Là, on a Z2 divisé par A1. Bon, là, on a ce qu'on retrouve au tout début de la chaîne, mais ce qu'on va retrouver ici, au milieu, on va très facilement pouvoir le généraliser avec un L, et un L plus 1, et un L plus 2, etc., pour calculer tous les éléments de notre réseau de neurones. Et c'est ce qu'on fera dans les prochaines vidéos. En attendant, dans la toute prochaine vidéo, la vidéo 10, on verra comment écrire tout ce qu'on a vu, là, dans notre code avec NumPy. Et je vous ferai un petit bilan, en début de la vidéo, je vous ferai un petit bilan bien soigné. Parce que là, on a vu beaucoup de choses, et j'ai peur que le surplus d'informations, tous les petits détails au passage que je vous donne, les petits rappels, notamment sur, vous voyez ici, les dimensions, parce que c'est toujours important de les recalculer. Voilà, on peut facilement s'y perdre, comme si c'était un cours un petit peu académique. Et moi j'essaye toujours de simplifier les choses au maximum, tout en donnant tous les détails mathématiques. Mais voilà, je vous le disais, la backpropagation c'est très simple, mais c'est pas forcément facile à comprendre, je l'admets. Mais une fois qu'on l'a compris, et pour moi ça se passe entièrement avec la règle des chaînes, qu'on comprend ça, bien après ça coule de source. Vraiment c'est très simple. Donc dans la prochaine vidéo, parce que là ça fait déjà plus de 45 minutes, j'ai envie de garder la vidéo courte pour vous. Dans la prochaine vidéo donc, qui sortira demain, voilà, un jour après, eh bien on fera un petit bilan de ce qu'on a vu là, juste avec les équations clés pour calculer notre backpropagation, et on implémentera la backpropagation dans NumPy. Voilà, j'espère que ça vous plaît, que c'était très clair ce qu'on a vu aujourd'hui. J'ai un petit doute à ce sujet, donc surtout si vous avez trouvé que là, pour le coup, c'était, y a 2-3 petits trucs qui étaient un peu trop compliqués pour vous, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit en message privé. Si jamais vous ne voulez pas dire publiquement que voilà, vous n'avez pas compris, il n'y a pas de problème. Ou bien si voilà, vous pouvez le dire sur Tipeee, dans les commentaires publics. Voilà, surtout si vous avez trouvé que c'était un petit peu dur, n'hésitez pas à me le dire. Parce que mon objectif pour YouTube, ça va être de rendre ce qu'on a vu aujourd'hui hyper compréhensible. Que tout le monde puisse le comprendre, limite que ça soit divertissant à regarder. Ça, c'est mon objectif pour YouTube. Donc voilà, j'espère que tout s'est bien passé. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. En fait, à demain, quasiment, si vous suivez les vidéos au jour le jour. En attendant, surtout, portez-vous bien. Au revoir.